Bon, mignon fraise, t'es prêt là? Donc, attention, partie de jeu de rôle en public. Donc, je te présente ton public, voilà, qui va voter. Ah, papuche? Bon, écoute, t'es devant la Chambre des Lords, imagine, et tu vas faire un discours pour les convaincre de renoncer à leurs privilèges et à la violence qu'ils exercent sur les plus démunis. T'es prêt? Ok. Ce que je viens faire ici, je viens être terrible. Je suis un monstre, dites-vous? Non, je suis le peuple. Je suis une exception? Non, je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère et je suis la réalité. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Qui rit de quoi? De vous, de lui, de tout. Qu'est-ce que son rire? Votre crime et son supplice. Ce crime, il vous le jette à la face. Ce supplice, il vous le crache au visage. Je ris, cela veut dire je pleure. Je représente l'humanité telle que ses maîtres l'ont faite. L'homme est un mutilé, ce qu'on m'a fait. On l'a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l'intelligence. Comme à moi les yeux, les narines et les oreilles. Comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur. Et sur la face, un masque de contentement. Ok, voilà, discours impressionnant, hein. Eh bien, écoute, le public représenté par ces lapins crétins va décider, voilà, si ton discours a été éloquent et si tu convaincs la Chambre des Lords. Alors, bon bah, public, applaudimerde, applaudimètre, applaudimètre, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours? C'est nul. Papuche, désolé, le public a parlé. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Voilà, c'est de nouveau votre serviteur. On va continuer la série sur la direction artistique. Et on va continuer du coup aussi cette piste, cette nouvelle piste sur le théâtre qu'on avait abordée la fois précédente. Puisqu'on va parler de comment faire une partie de jeu de rôle en public. Et quand je dis en public, je parle bien en fait de partie de jeu de rôle en présentiel devant un public réel. Hein. Donc, parce que j'ai déjà parlé des actual plays, et j'ai déjà parlé de la relation avec le public dans les actual plays, donc là on va parler d'autre chose. Quoi. Donc justement, les actual plays, c'est un exercice qui est assez populaire depuis un moment. Mais même avant, on faisait déjà des parties en public. Hein. Euh, on peut aussi considérer que dans une partie de jeu de rôle classique, si tu as des PJ, tu sais, plantes vertes, qui, bon, et des personnes qui sont un personnage mais qui n'agissent pas vraiment, eh bien, c'est déjà une forme de public. Et puis, quand tu joues en asso, en convention, et même parfois dans le cercle privé, il n'est pas rare finalement que des personnes se penchent au-dessus de la table et regardent un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc tout ça c'est manière de dire que il y a une tradition de la partie de jeu de rôle en public qui est déjà ancrée. Et depuis quelque temps, voilà, cette pratique du jeu de rôle en live et en public, ça se développe, que ce soit dans des salles de théâtre ou des amphis. Pour citer quelques exemples, il me semble que la Bonne Auberge a fait comme ça des parties devant un public, c'était même assez conséquent, je crois, le public. Fabien Olicard a fait ça aussi, on peut retrouver Normalement, je te mettrai... La Bonne Auberge, je sais pas si je trouverai une vidéo, mais Fabien Olicard, il y a des vidéos, de parties de jeux de rôle qu'il fait en public, c'est comme ça que je sais que ça existe. À la convention Bob le Rôliste, depuis quelques années maintenant, il y a une association qui s'appelle Realms, et qui fait la même chose, qui fait des parties de jeux de rôle en public, qui fait pas mal intervenir au public. D'ailleurs, je m'inspire beaucoup de leur méthode là pour cette vidéo. Et voilà. Et pourquoi en parler? Parce que peut-être que tu pourrais avoir envie de t'y essayer, en fait. C'est notamment une bonne animation en convention, quoi. Mais pourquoi pas aussi dans le cadre de collaboration avec une médiathèque ou un musée sur un thème précis.
parce que du coup, les commanditaires de l'animation pourraient voir l'exercice comme plus rentable qu'une partie de jeu de rôle plus classique. Le jeu de rôle, il peine encore à pénétrer dans les médiathèques ou dans les musées, parce que c'est une animation voilà, qu'on doit payer pour 5-6 personnes, donc c'est vu comme pas rentable. Mais si cette animation, elle devient, voilà, les gens peuvent regarder, là, d'un coup, on parle d'autre chose. C'est quoi le but premier d'une partie de jeu de rôle en public? Je dirais que le but premier, bah, c'est de fournir tout simplement une forme de spectacle, mais aussi, souvent, faire découvrir le jeu de rôle, quoi. Il y a aussi des buts secondaires qui vont être d'explorer une thématique, de faire découvrir un jeu, de promouvoir un univers, etc., etc., quoi. Alors, comment on peut faire, voilà, comment animer une partie de jeu de rôle en public, comment faire plus que juste poser une table et jouer et autoriser les gens à regarder, quoi. Alors déjà, il faut penser à la disposition de table. Donc par exemple, Fabien Olicard, il a un procédé intéressant, c'est que, je crois que la Bonne Auberge c'est pareil. En fait, Fabien Olicard, il est au centre, il a une petite table pour lui, et il y a deux tables de chaque côté, avec donc les joueurs qui ne regardent pas le MJ, en fait, les joueurs sont tournés vers le public. Euh, donc ça a plusieurs avantages. Comme le MJ est au milieu, on voit son rôle est lisible, on comprend que c'est MJ. Et puis les joueurs, voilà, regardent le public, mais on est sur quelque chose de plus théâtral, quoi. On peut aussi mettre MJ sur un côté, ce qui va permettre de plutôt. En fait, si tu mets MJ au centre, ça va valoriser dans le spectacle l'interaction entre MJ et les joueurs. Si tu mets MJ sur un côté, et du coup les PJ bah, plutôt en face du public, eh bien ça va plutôt valoriser l'interaction, le drama entre les personnages. Puis ça peut aussi favoriser l'immersion, puisque l'intervention de MJ est souvent finalement celle qui est la moins immersive, puisqu'il a une façon de parler très méta. Et donc en le mettant un peu de côté, on va l'oublier un petit peu, quoi. D'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait envisager des parties de jeux de rôle en public où MJ en fait est caché, on entend juste sa voix par un haut-parleur, quoi, dans une idée, dans une optique peut-être de renforcer l'immersion, quoi. Donc en termes de matériel, bah voilà, il faut prévoir de bons micros, hein, ça va de soi. Une estrade, je pense que ça peut vraiment être un gros plus. Et bon, bref, faut des conditions de théâtre, quoi. Donc peut-être penser, ce coup, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un ingénieur son et lumière? On peut aussi prévoir un vidéoprojecteur, comme ça, en fait, dans le décorum, on va projeter des images d'ambiance. On peut peut-être aussi avoir une caméra qui filme les dés, ou qui filme la battle map, et pareil qu'on pourrait projeter en arrière, quoi. Histoire de mettre en valeur, en fait, cet aspect-là. On peut aussi toujours, bah, si on est dans l'idée, quand on projette un décorum, on peut jouer, ça se fait aussi pas mal, on peut aussi jouer avec un environnement de type Foundry, tu vois, un environnement 3D que les PJ explorent, quoi. Faut juste faire attention à une chose, pour que le spectacle soit de qualité, il faut pas que tous ces assets là qu'on rajoute, ça tourne au micromanagement. Par exemple, c'est un peu ce que j'ai à reprocher, moi, personnellement, à l'environnement Foundry, c'est que du coup on passe beaucoup de temps à tourner dans le bâtiment, tu vois, à faire de la micro-exploration quasiment dalle par dalle. Euh, voilà, ça c'est un peu contre-immersif. Il faut quand même, d'un côté c'est super d'avoir un environnement 3D, de l'autre il faut certainement pas que ce soit au détriment du tempo, quoi. Euh, c'est d'autant plus, enfin, c'est valable, je pense, d'une partie normale, quoi. Le micromanagement, bah, personnellement, ça me fatigue vite, mais c'est d'autant plus valable dans une expérience théâtrale où quand même le rythme est important, quoi, hein. Donc, côté jeu, là, comment on fait du roleplay, comment on joue en public? Eh ben, en fait, on va retrouver les exigences de l'actuel play. Je te renvoie donc au contenu là-dessus, quoi. Je ne vais pas revenir en détail sur comment on joue pour un public.
Mais ces exigences, je pense qu'elles vont être mises au carré, quoi, hein. C'est-à-dire que on va notamment insister sur la fluidité de la narration et sur la qualité de l'acting. Et là, bien sûr, du coup, on va investir encore plus le roleplay théâtral. On peut même se permettre de scripter certaines choses, quoi, ou faire des entr'actes, ou comme ça, des entr'actes où toute la table peut se calibrer sur les directions à prendre pour la suite et tout. Donc on peut, ça peut être, voilà, être un petit peu plus scripté, ou en tout cas un petit peu plus méta, dans l'idée à nouveau qu'on joue pour produire du spectacle, et pas uniquement pour notre propre satisfaction. Alors, petit commentaire de Guillaume Rioux, que je dois à nouveau remercier, parce que comme ça fait bien longtemps maintenant, eh bien, il m'aide à élaborer ses scripts, à les reconstruire, et puis il donne plein de suggestions. Euh, donc pour Guillaume, en fait, ce roleplay théâtral, il peut également se refléter dans la mise en scène. Donc, je te renvoie bien sûr à la vidéo précédente, hein, sur la mise en scène, et pas seulement dans le jeu d'acteur. Donc Guillaume pense notamment à des entrées et sorties des acteurs eux-mêmes pour apporter de la surprise, quoi. Donc aussi apporter un petit côté vaudeville, quoi. Ah là là, des portes qui claquent, des gens dans les placards, enfin... Ouais, donc cette idée que on peut casser... On peut casser cette tradition que c'est un effectif fixe au sein de la table et vraiment du coup renforcer le côté théâtral avec des PJ en fait qui rentrent et qui sortent, quoi. Est-ce qu'il faut prévoir des costumes? Donc, toujours question de Guillaume. Ah non, question de moi. En fait, tout dépend à quel point on veut dépasser le jeu de rôle casu. Dans ces cas-là, je pense que le costume s'impose. Ou au contraire, on veut mimer en fait une façon de jouer casu. C'est un peu, dans les actual plays, c'est un peu l'approche de Fibre Tigre, hein, je t'en parle souvent, où il essaye de faire comme si c'était casu. Enfin, ceci, ils ont des costumes, non? Ils ont des costumes dans Fibre Tigre, donc l'approche casu, elle est plutôt sur d'autres aspects. Mais c'est vrai que si on veut, par exemple, si on est dans une démarche de faire une partie de jeu de rôle en public, dans l'idée de regarder, vous pouvez y arriver, c'est facile. Si vous mettez des costumes, voilà, vous créez un coup d'entrée, donc il vaut mieux éviter, quoi. C'est dans une approche de, entre guillemets, vendre le loisir, quoi. Ou en tout cas, ou de donner simplement une image fidèle du loisir, parce que c'est un peu un lieu ça fait parmi les lieux communs de ce que les gens pensent que c'est le jeu de rôle sans savoir ce que c'est ah, on y joue costumé, alors qu'en fait la pratique costumée du jeu de rôle est très minoritaire, quoi. Et enfin, on va passer à la partie qui m'intéresse le plus, c'est impliquer le public. L'un des plaisirs en fait d'assister à une partie de jeu de rôle en public, c'est ce qu'on appelle le jeu secondaire, autrement dit le jeu par procuration, quoi. Euh, voilà, on joue à travers les acteurs, on joue à travers eux, on s'implique dans leurs décisions, on peut les encourager, souhaiter qu'ils réussissent, qu'ils perdent. Et ce jeu secondaire va forcément être présent, mais l'idée c'est qu'on va essayer de l'intensifier. Donc et pour ça il faut impliquer le public. Donc on va demander l'avis du public sur les actions des joueurs. On va faire des choses à l'applaudimètre, bah, comme j'ai fait là. Bon, ça s'est mal passé, mais bon, on a le public au mérite, hein. On peut demander duel méchant, bon, c'est un peu du guignol, quoi, mais pourquoi pas, quoi. Voilà, l'idée c'est de faire monter une ambiance. On peut faire monter quelqu'un sur scène pour incarner un PNJ pendant quelques temps. On peut aller dans le public, par exemple la barbare se lance dans la bataille, et tac, elle quitte la table, et puis elle se rue dans les gradins, pourquoi pas, quoi. On peut faire lancer les dés à une personne de la salle. On peut confier une décision narrative à une personne de la salle. On peut faire un sondage de salle sur les décisions narratives. Bon, voilà. À votre avis, est-ce que le groupe va se faire trahir par leur commanditaire? Plutôt oui, plutôt non. Allez, on fait un petit vote. Hop. Petite suggestion de Guillaume Rioux. On peut aussi jouer en table ouverte, notamment sur un jeu à haut taux de mortalité, dans lequel à tout moment une joueuse dont le perso meurt peut être remplacée par un membre du public,
Et donc typiquement, ça pourrait être fait, ça pourrait coller avec un jeu comme Macadabre. Bon bref, là je t'ai proposé beaucoup d'options pour impliquer le public. Je pense qu'il ne faut pas les multiplier, je dirais que 3 de ces options suffisent hein, largement. Sinon, ça va peut-être apparaître pour le public comme compliqué, ou comme tout simplement peut-être même un peu embarrassant, hein. C'est-à-dire que en tant que public, on n'a pas forcément signé pour une expérience de théâtre immersif et pour être trop sollicité. Il faut trouver un juste milieu, quoi. Entre bris de quatrième mur et puis immersion, entre implication et retrait du public. Petite proposition de variation, on peut très bien faire, enfin ça s'est fait de toute façon, hein, une variation sur le jeu de rôle en public, c'est les contes ludiques. Ça c'est une technique qui a été développée par une équipe de la FFJDR, où en fait tu vas avoir un ou une MJ, c'est entre guillemets la seule personne en performance dans l'histoire, qui va animer une partie de JDR en faisant jouer toute la salle. Donc on a plusieurs options avec les comptes ludiques. C'est soit tout le monde joue le même perso, et donc en fait il y a des systèmes de vote avec des cartons de couleurs pour faire prendre des décisions aux personnages. Ou alors tout le monde joue un perso différent. Et donc là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus fin, et je pense beaucoup plus intéressant. On peut vraiment impliquer beaucoup de monde, hein. Enfin, ça peut même, tu peux avoir 100 personnes et faire jouer, hein, il n'y a pas de souci. Et là, l'idée, c'est que chacun va avoir un perso différent qui va être, en fait, au début, il y a des votes pour déterminer quel type de personnage. Est-ce que vous êtes plutôt des elfes, est-ce que vous êtes plutôt des nains, est-ce que vous êtes plutôt des guerriers, est-ce que vous êtes plutôt des éclaireurs, ainsi de suite. Il y a comme ça 4-5 questions au début qui déterminent quel perso tu as, quoi, qui est une espèce de panachage entre ces choix. Et puis pendant la partie, bah, à chaque fois il y a des votes, et du coup les personnages peuvent se séparer, peuvent avoir des conséquences différentes aux mêmes situations bah, selon leur création de personnage, et ainsi de suite. C'est vraiment hyper intéressant. Alors je présente ça comme une alternative parce que il y a un peu une question de est-ce que les contes ludiques c'est du jeu de rôle. Moi personnellement je pense que ça en est, mais après ça reste une formule liminale quoi. Il y a très peu de roleplay, c'est plutôt juste des votes à faire, tu fais des choix pour ton personnage, quoi. Mais il y a le roleplay, bah, il n'y a pas de roleplay avec MJ, c'est plutôt éventuellement les gens peuvent discuter entre eux, partager leurs impressions et tout, voter pour des décisions, mais voilà, ça s'arrête là. Mais voilà, vraiment une suggestion à considérer quand même, c'est très très fort les contes ludiques. Suggestion de Guillaume Rioux. On peut distinguer en fait le public averti et le public impromptu. Par public averti, en fait, Guillaume, il entend un public qui vient spécifiquement regarder la partie. Et le public impromptu, ça correspond typiquement aux passants, par exemple, dans un festival de jeux de société, qui pourrait intégrer du JDR, ou dans les bars à jeux, voilà, quand on fait des initiations JDR. Et donc pour Guillaume, les outils de médiation avec le public, ils vont être très différents selon le type de public et le contexte. C'est vrai qu'il faut y penser. Et donc pour un public averti, l'exigence spectaculaire, elle est plus élevée. Alors qu'un public impromptu, il va chercher probablement plus de lisibilité, parce qu'il va arriver généralement en cours de partie, il va chercher à comprendre ce qui se passe. Alors là, c'est réflexion personnelle, pas de Guillaume. Du coup, je m'interroge. Je pense que pour un public averti, je ferais quelque chose de vraiment plus immersif, avec un accent mis sur l'acting et pas trop de mécanique. Et pour un public, voilà, un public impromptu, effectivement, on va aller sur un scénario quand même assez lambda, exprès, et puis beaucoup de mécanique, ou tu vois, au moins des jets de dés et tout, pour être dans l'aspect, on te fait découvrir c'est quoi le jeu de rôle, quoi. Avec aussi, bah, pourquoi pas, des résumés fréquents du MJ. Le MJ va fréquemment résumer, voilà où on en est dans la situation, bon, bah, je vous rappelle que vous poursuivez le Baron Rouge, et ainsi de suite. Je reprends sur les suggestions de Guillaume. Guillaume pense qu'on peut employer des supports écrits qui vont apporter des explications. Par exemple, pour intégrer des gens à une table ouverte en public, on pourrait rédiger un petit panneau qui va décrire brièvement l'univers et ce qu'on joue. Un support écrit, en fait, évite d'interrompre la partie pour répondre à une sollicitation externe. Alors,
dans les tables ouvertes, tu peux avoir notamment aussi le panneau, effectivement, le panneau d'émission ou le panneau des feuilles de personnages, un panneau où sont accrochées les feuilles de personnages, tu peux en prendre une et puis intégrer le jeu comme ça. Eh bien voilà, c'était un sujet, bah, pour une fois, un petit peu court. Voilà, écoute, est-ce que tu as déjà regardé une partie de jeu de rôle en public? Est-ce que c'est un exercice qui te plaît? Est-ce que tu penses qu'il y a des pratiques et des petites idées que j'aurais oublié de mentionner, hein? C'est fort possible, hein, je n'ai pas non plus la science infuse en la matière. Et bien voilà, et donc la prochaine vidéo, on va parler du hors-champ. Et ouais, on va encore partir dans des espaces liminaux. Et donc je te reste toujours dans le domaine de la direction artistique. Et je te laisse, je te dis à la prochaine.